le masque est arraché, reste la chose. Ce vers de Lucrèce, poète et philosophe latin, dans sa fulgurance à la fois laconique et tragique, évoque l'ultime instant de mourir comme l'arrachement d'un masque sous lequel nous aurions dissimulé notre visage pour vivre. Il est vrai que vivre, c'est se métamorphoser, sans cesse, physiquement et moralement, à travers une suite de déchirures, comparable à celle de l'insecte, si vous voulez, qui doit s'arracher à son cocon, briser sa chrysalide pour devenir ce qu'il est. Déchirures douloureuses, mais déchirures nécessaires, parce que fécondes, libératrices de nouvelles formes de vie, créatrices, on pourrait presque dire, de nouvelles formes de vie. Par contre, mourir, ce n'est pas une déchirure. Mourir est un déchirement. L'absolu déchirement, si nous en croyons Hegel, qui est annoncé, précédé, préparé par de multiples déchirements relatifs et partiels, mais qui progressivement minent, exténuent et finissent par anéantir la vie. Alors qu'une déchirure est un résultat, un état, un fait accompli, une blessure physique ou morale dont on peut guérir, et même pour les déchirures de la vie, on pourrait dire, dont on peut sortir plus fort, meilleur en quelque sorte. Au contraire, un déchirement est un processus, ce n'est pas un état de fait, c'est un processus profondément bouleversant. Nous disons d'un cri, d'une voix, d'une situation, d'un sentiment, d'une émotion, qu'ils sont déchirants, lorsqu'ils sont une sorte d'appel au secours, l'expression d'une détresse, à la limite d'un désespoir poignant. Pour autant, faut-il croire que le déchirement définitif du mourir retire toute signification et toute désirabilité à la vie, aux ruptures fécondes, nous venons de le voir, de la vie. Il est au moins permis d'en douter, et pour le savoir, nous allons confronter les déchirures de la vie au déchirement de la mort. Qu'en est-il des déchirures de la vie? J'en discerne au moins trois qui me paraissent les plus décisives: la naissance, la fin de l'enfance, ou si vous préférez l'adolescence, et la maturité responsable. La naissance est à l'évidence une déchirure physique, organique, une rupture avec une relation de dépendance biologique absolument nécessaire, vitale, avec la mère. Mais c'est aussi un grand saut dans l'inconnu, une rupture risquée physiquement avec le milieu protecteur, avec une sécurité, avec une distanciation en quelque sorte par rapport aux menaces de l'extérieur, mais c'est aussi un passage aux aléas de la vie individuelle. D'ailleurs, des faits comme la mortalité infantile, surtout dans des civilisations et technologiquement peu avancées, ou pour des populations défavorisées, économiquement et socialement défavorisées, cette mortalité infantile témoigne de l'extrême fragilité de l'enfant en bas âge. Un professeur de médecine me disait un jour: le premier devoir des parents, c'est de ne pas laisser mourir les enfants. Ça ne va pas de soi, dit-il. Déchirure psychique aussi, car nous sommes loin de mesurer ce que peut être psychologiquement les conséquences de cette projection dans une vie extérieure exposée. Lucrèce projetait sur l'enfant, sur les premiers cris de l'enfant, une interprétation qui est, le moins qu'on puisse dire, assez aventureuse. Il disait que l'enfant proteste d'avance contre le malheur de la vie. Bon, je lui laisse la responsabilité de cette extrapolation. Mais il est vrai que, dès qu'un homme est né, selon une formule célèbre, il est assez vieux pour mourir. Cependant, ces déchirures de la naissance, qui sont les conditions nécessaires de l'émergence d'une vie individuelle singulière, précieuse en tant que précisément elle est à nul autre pareil, et qui sont l'occasion de joie pour ceux qui mettent l'enfant au monde. Finalement, mettre un enfant au monde, c'est un acte quasi divin, si enviable d'ailleurs que les hommes ont tenté de se l'approprier par des coutumes qu'on trouvait très anciennement dans les populations basques ou inuites, la coutume de la couvade. On imitait la naissance. Bon. Déchirure de la naissance qui est le prix finalement qu'il nous faut payer pour émerger hors de l'univers des choses sourdes, aveugles, muettes, pour accéder à la vie. Et en l'occurrence pour entrer dans le monde protégé, choyé et presque toujours regretté de l'enfance. En effet, la déchirure, ce sera la rupture, c'est la seconde déchirure, la rupture avec l'enfance. La plupart des êtres humains en gardent la nostalgie.
Dans toutes les cultures, ou dans une religion comme le christianisme, l'enfance, et pour le dire comme Nietzsche, qui n'est pas chrétien, comme vous savez, l'enfance est innocence et oubli, écrit Nietzsche dans un très beau texte, un recommencement, un jeu, une roue qui se meut d'elle-même, un premier mouvement, une sainte affirmation. C'est ce que Baudelaire appelait le vert paradis des amours enfantines, un Éden perdu. À en croire d'ailleurs Baudelaire, le génie ne serait que la réalisation d'une idée de l'enfance. Et si Freud qualifiait l'enfant de pervers polymorphe, ce n'était pas du tout un jugement de valeur négatif, c'était au contraire, tout le contraire, la reconnaissance que du fait, à travers les jeux exploratoires cruels de l'enfance, à travers ces jeux exploratoires, notre destin déjà se jouerait. Or, c'est ce tâche décisif avec lequel va rompre l'adolescence, ce que le psychologue Maurice Debès appelait la crise d'originalité juvénile. Bien, crise totale, hein, crise pubertaire, bien sûr, crise de la sociabilité, perturbation des relations avec les autres et singulièrement, bien sûr, avec les parents, retour de l'Oedipe pour sa liquidation, crise de la subjectivité, de l'image de soi, et éthique juvénile redoutable parce qu'intransigeante, c'est l'éthique juvénile du tout ou rien. L'enjeu de cette crise, c'est la structuration du caractère et la formation d'une personnalité. De ce conflit avec les autres et avec soi-même, hein, de ce conflit, nous sortirons rectilignes ou soumis, révoltés ou révolutionnaires. C'est une épreuve exaltante, bien sûr, que cette conquête de l'autonomie et de la responsabilité, une responsabilité cependant très lourde sur des épaules encore faibles, ce qui explique le désarroi de l'adolescence. Kant avait raison de dire que l'apprentissage de la liberté est toujours difficile. Il pensait à cet apprentissage dans les peuples, mais on peut l'étendre aux individus. Tout apprentissage de la liberté est une grande aventure. L'adolescence, c'est cette grande aventure. Le jeu en veut la chandelle. Reste qu'au terme de cette aventure, il va falloir affronter une autre épreuve. Qu'on appelle cette épreuve l'âge adulte ou la maturité. Il est si difficile, si vous voulez, de supporter cette épreuve que nous ne sommes jamais sûrs d'en avoir assumé les conséquences. Sommes-nous jamais mûrs? Sommes-nous jamais adultes? Prendre une compagne ou un compagnon, concevoir, élever des enfants, embrasser une profession, autant de ruptures. Déjà, la Bible hébraïque nous mettait en garde, c'est un texte célèbre, tu quitteras ton père et ta mère. Oui, c'est rompre avec ce qui restait du cocon familial. Et Pascal, à propos du métier, observait, le choix d'un métier est la chose la plus importante dans une vie. Le hasard, la plupart du temps, en décide. Oui. N'est-il pas vrai, en effet, que entre la cohabitation quasi permanente avec l'autre, compagne, compagnon, l'exercice de la profession, c'est le plus clair du temps de notre vie que nous passons. Mais n'est-ce pas aussi le meilleur de notre vie? Aussi bien dans la précieuse et rare relation d'intimité avec l'autre, que dans la pratique d'une profession, à condition toutefois que nous l'ayons choisie. Comme disait Stendhal, c'est un bonheur d'avoir pour métier sa passion. Au moment de faire le bilan de ces ruptures, de ces déchirures, nous serions tentés de les déplorer, vainement d'ailleurs. Que vivre, ce soit nécessairement souffrir de douloureuses déchirures, nous pouvons nous laisser aller à le regretter et à regretter l'insouciance de l'enfance, ou ce que Rousseau appelait la simplicité des premiers temps. Mais il est bon alors de relire Hegel. Dans un très beau texte, Hegel nous dit que l'esprit n'est pas dans une unité immédiate avec la nature. Il doit au contraire se frayer un chemin à travers sa scission infinie. Scission, déchirure. L'émergence d'une vie authentiquement et pleinement humaine suppose un arrachement, une déchirure par rapport à cette innocence de l'enfance ou celle qu'on prête généreusement et aveuglément à des peuples archaïques. On pourrait dire que c'est émerger de cette vie sans lointain qu'est la vie animale. Le poète allemand Maria Rilke dit que c'est là une présence qui n'a pas le goût d'ailleurs. L'homme est un être des ailleurs. Mais ce qui peut ternir la sérénité de ce réconfort que nous trouvons dans la justification des déchirures de la vie par leurs fruits précieux, ce qui peut ternir cette sérénité, c'est l'observation du fait qu'au cœur même de ces métamorphoses,
créatrice, vitale, indispensable, silencieusement s'insinue, à la fois selon des lois nécessaires et au gré d'événements contingents, à l'encontre du développement, de l'évolution que permettent ces ruptures, ces déchirures, s'insinue un processus inéluctable et progressivement déterminant d'involution et de disparition, la mort. Mourir n'est pas une déchirure, mourir est un déchirement. Vivre, c'est être déchiré pour apparaître. Mourir, c'est déchirant pour disparaître. Déchirer est à partir